Bon, lorsqu'on me pose cette question, dans une région où il y a 5 ou 6 générations de suite, c'est un peu embarrassant parce que ça me prend du temps. Je suis née à Budapest, en Hongrie, en 1955 et mes parents ont quitté Budapest en 1956 en tant que réfugiés lorsque les communistes ont envahi, les Russes ont envahi la Hongrie. Nous sommes arrivés au Canada, à Montréal, justement. Et c'était un peu par chance, mais c'est donc ce qui m'a conduit à apprendre couramment et l'anglais à la maternelle et le français au Collège Marie de France où j'ai fait mes études. Oui, alors c'est drôle parce que lorsque j'étais à l'école au Collège Marie de France, on avait le choix d'apprendre le grec ancien, l'espagnol ou l'allemand. J'ai choisi l'allemand parce que ma mère parlait allemand et je me disais qu'elle pourrait m'aider avec mes devoirs. Ça ne paie jamais d'être paresseux, je te dis. J'aurais dû étudier l'espagnol, qui est une langue magnifique et que je n'ai appris que plusieurs années plus tard lorsque j'ai rencontré mon mari, qui vient du Venezuela. J'ai encore un peu d'allemand, mais vraiment, ça prendrait beaucoup de temps pour le récupérer. C'est bien ça, mais pas dans un bateau, mais dans un avion. Et c'était en plein hiver, en novembre de l'année, et ils n'étaient pas habillés pour. Alors c'est vraiment l'histoire de bon nombre de réfugiés qui arrivent au Canada. Et c'est aussi pour ça que plusieurs années plus tard, lorsque j'étais dans mes trentaines, que j'ai choisi de travailler avec le Centre catholique pour immigrants, parce que j'avais vraiment cette impression de connaître les besoins des réfugiés et des immigrants. Et c'était ça ma première expérience vraiment avec le bénévolat. Pour les gens comme nous, blancs, européens, c'était facile. On n'avait pas à se faire accepter. On nous a acceptés avec les bras ouverts. Pour les réfugiés qui viennent ces jours-ci, les Syriens, les Libanais, les Chinois, les Haïtiens, c'est une chose complètement différente parce que malheureusement, il y a encore beaucoup trop de préjugés contre les races différentes, les accents différents, les cultures différentes, les costumes différents. Ça prendra du temps, ça prendra de l'éducation, mais ça ne peut venir que du cœur où on sent, on sait qu'on est tous d'une même race, au fond, la race humaine. J'étais très silencieuse, j'étais toute seule, j'étais enfant unique. Je pense que j'avais de la difficulté à m'assimiler avec les autres parce que, étant donné que ma langue maternelle était le hongrois, j'ai commencé la maternelle en anglais, je ne parlais pas la langue, j'étais très mal à l'aise, je ne savais pas comment communiquer. Et à l'âge de 5 ans, j'ai commencé au Collège Marie de France. Je ne parlais pas français, alors je pense que pour une année complète, je ne parlais à personne. C'était un mystère pour moi. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait, je ne savais pas comment communiquer. Alors, vraiment, je dirais que j'étais seule, j'avais pas d'amis, j'avais mes livres, mes poupées. Et c'est drôle parce que ça me fait penser plusieurs années plus tard, bien des années plus tard, mes poupées maintenant sont les chiens. Je les dorlote, je les aime comme des poupées. Ah mon Dieu, jamais, non. Non, j'ai grandi avec des parents très bien éduqués, qui avaient beaucoup voyagé, qui étaient très curieux du monde, de la culture, de la musique, de l'histoire, la géographie, toutes ces choses traditionnelles, je dirais, pour les gens de société. L'idée de me retrouver à mon âge dans un endroit comme ça où
que je quitte quasiment jamais, parce que vraiment, il faut rester avec les chiens, il faut prendre soin d'eux. À travailler à longueur de journée, comme font les fermiers d'ailleurs, mais que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Avec 20 ans dans le gouvernement, c'était vraiment pas la chose qu'on faisait non plus. On travaillait ses heures et puis on rentrait chez soi, puis on faisait d'autres choses, aussi folles que possible, pour oublier le travail. Ici, je n'oublie jamais mon travail. Alors oui, c'était dans les années 70, non, pas 70, voyons, 90, oui, qu'il y avait ce programme, le gouvernement était en train de réduire son effectif et il y avait deux possibilités, ou bien prendre sa retraite, ou bien prendre Early Departure Incentive, je ne sais pas comment ça se disait en français, où on nous donnait de l'argent et on pouvait se rééduquer. Et c'est alors que je me suis assise un beau jour me disant, comme beaucoup de fonctionnaires, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Je ne suis bonne à rien. Je passe mes journées à écrire des documents, à consulter en réunion. Qu'est-ce que j'ai comme talent? J'avais aucune idée. Et bien sûr, je me suis rendu compte, mais j'ai un talent, ce sont les langues. Alors j'ai choisi le programme de traduction à l'Université d'Ottawa. Je suis retournée et c'était vraiment un grand privilège d'être là dans mes quarantaines à reprendre mon éducation. Et ça m'a lancée sur une belle carrière. Oui, c'était vraiment facile pour moi parce que je n'avais pas de soucis économiques, disons, parce que mon mari travaillait. Alors, je pouvais me donner pleinement aux études et vraiment, je dois dire que dans les quarantaines, on est moins idéaliste, c'est certain. On est beaucoup plus sérieux. On sait mieux comment s'appliquer et étudier, alors on est de plusieurs points de vue plus efficace. On a un peu moins peur, surtout après 20 ans du gouvernement. On a l'habitude d'écrire et dans un domaine comme la traduction, c'était étonnant de voir combien de jeunes étaient là qui voulaient faire de la traduction, qui ne savaient pas comment écrire. C'était déjà une étape que j'avais franchie, oui. Alors pour moi, c'était une belle expérience. Si tu savais, quand j'étais dans le programme, c'était un programme de 2 ans, et puis on nous a dit, vraiment, vous êtes là, mais ne vous attendez pas à trouver du travail parce qu'il n'y a aucune demande pour des traducteurs vers l'anglais. C'était vraiment pas vrai, mais c'était vraiment décourageant. Et heureusement, j'ai trouvé, dès le début, j'ai trouvé des clients et je travaille à la pige et je n'arrête pas de travailler. C'est peut-être les années que j'ai passées au gouvernement qui m'ont appris vraiment à donner plus que demander. Et bien que je ne l'aurais jamais pensé, ça m'a aussi donné la liberté et l'opportunité de travailler chez moi et donc d'ouvrir ce sauvetage pour les animaux, pour les chiens. Sans ça, je n'aurais pas pu le faire. C'est un moment de folie. J'ai appelé ça un refuge, maintenant j'appelle ça un sanctuaire plutôt qu'un refuge, parce que la plupart des chiens qui viennent ici, je me rends compte, ne partent jamais. Ce sont des chiens que personne d'autre ne veut, des chiens vieux, des chiens un peu malades, je les garde. La plupart des chiens qui sont adoptables sont adoptés de la fourrière directement et je travaille avec la cité pour diffuser la connaissance de ces chiens par les médias sociaux.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont été adoptés. D'ailleurs, il y en a 3 même qui étaient des chiens de la fourrière qui ont passé 1 an, dans certains cas 1 an et demi, ici avant d'être adoptés comme chiens de services médicaux par Audiamus, l'organisme qui dresse des chiens de service pour les vétérans et les premiers répondants atteints de diverses maladies. Oui. Alors, ce sont des chiens qui étaient abandonnés, qui deviennent des sauveteurs eux-mêmes pour des gens. Encore une fois, c'est une question d'une opportunité qui arrive sans s'y attendre. C'était à cause de TVC 22 que j'ai poursuivi Marc Lapointe, qui est le cofondateur de Audiamus. J'ai entendu parler de lui. Je trouvais qu'il faisait quelque chose d'important et les gens de la communauté devraient être au courant. Alors je l'ai poursuivi, j'ai finalement obtenu une entrevue avec lui. Cette entrevue a conduit à d'autres entrevues avec certains membres. Je pense même que tu étais là. C'était vraiment un moment très émotionnel où on a interviewé plusieurs vétérans dans la chaise qui parlaient de leur expérience et comment ils sont venus avoir des chiens. Et de là, un organisme croissant qui avait besoin de ressources et qui m'ont demandé de m'impliquer un peu plus et comment dire non. C'était tout ce que j'aimais, c'était aider les gens, c'était les chiens, c'était utiliser les talents que j'avais avec le gouvernement, avec les langues, avec l'écriture, tout ça. On ne sait pas comment dire non, on ne sait pas comment choisir, c'est comme un parent qui a plusieurs enfants et comment choisir l'un ou l'autre. D'ailleurs, c'était incroyable. Mon mari et moi, nous étions récemment à New York et dans un petit hôtel. Et il y avait à la table à côté de nous un homme avec 5 enfants, deux paires de jumeaux. Et c'était évident que c'était un récent réfugié. Et il m'a même demandé à un moment si je voulais prendre un des enfants. Oui. Non, ben non, je ne sais pas s'il était sérieux ou non, mais j'ai l'impression qu'il aurait peut-être accepté parce qu'il pensait que c'était la meilleure chose pour son enfant. C'est toujours une question difficile. Comment est-ce qu'on abandonne pour ce qui est le meilleur? On essaie toutes sortes de choses, on essaye de tout faire, comme toi d'ailleurs. Tu es maman, tu travailles, tu essaies d'équilibrer tout ça. Et puis, c'est étonnant, non? Que d'une façon ou d'une autre, on réussit, on y arrive. Je ne sais pas à quel coût, mais définitivement avec l'avantage qu'on croit, on grandit, on évolue comme personne. Ah. J'en ai tellement maintenant à cet âge, j'en ai accumulé des centaines. C'est difficile de savoir. Je crois que j'ai beaucoup de patience.